Donc, autour de la table, Patrick Sayer, le patron d'Augusta. Salut Patrick. Nicolas Mérindol. Salut Nicolas. J'ai un trou sur ta banque, Nicolas. Carmin Finance. Carmin Finance, voilà, pardon, j'avais une légère absence. La vieillesse est un naufrage, à moins que ce soit l'alcool, on ne sait jamais dans ces cas-là. Guerre commerciale, les amis. Alors, les derniers éléments avant qu'on en discute justement, donc c'était à la fin de la semaine dernière, les ministres du commerce de l'Union européenne qui affirment qu'ils ne veulent pas de conflit commercial avec les États-Unis. C'est toujours cette histoire, on en a beaucoup parlé, de l'Inflation Reduction Act passé par le Congrès des États-Unis. Une course aux subventions serait chère et inefficace. Il nous faut être très prudents afin d'éviter un conflit commercial, donc disent les Européens. En Allemagne, la chimie emmenée par BASF dit clairement qu'elle pense à délocaliser une partie de la production aux États-Unis. Le directeur général de la Fédération de la chimie en Allemagne prévoit une rupture structurelle dans le paysage industriel allemand. Voilà. Et puis un chiffre qui est donné par l'UIMM en France. La facture énergétique de l'industrie française va passer donc sur 18 mois de 15 milliards d'euros à 60 milliards d'euros, c'est-à-dire en gros multiplié par 4. Nicolas. Sur la guerre commerciale. Ouais, est-ce qu'on est trop tendre en gros? Est-ce que l'Europe est trop tendre? Est-ce qu'à un moment, respecter les règles? Ah ben non mon Dieu, surtout pas de vagues. C'est vrai que c'est très étonnant parce que l'histoire se répète inlassablement sur tous les sujets. Et on a un côté enfant de cœur par rapport à une position très agressive, très pragmatique des Américains. Si vous prenez les aspects de réglementation, pour un univers que je connais bien, de réglementation bancaire, qu'elle soit sur les normes comptables, sur l'organisation de la compliance de la conformité, sur les ratios de fonds propres, tout vient des États-Unis. Toute cette réglementation s'impose et vient des États-Unis, qu'ils respectent par ailleurs, eux, plus ou moins. Donc il y a une espèce de docilité face à l'économie américaine qui est surprenante. Inversement, les États-Unis ont une capacité de réaction dans un sens ou dans un autre. Quand il faut réduire le déficit budgétaire, ils le font de façon drastique. Quand il faut relancer la machine budgétaire, ils le font de façon extrêmement rapide. Sur les taux d'intérêt, c'est pareil. On a toujours un train de retard par rapport à eux. Donc on est suiveur et on est, c'est vrai, très, très docile. Ceci étant, il y a une réalité aussi, c'est que le marché américain, il est un. Quand on parle de l'Europe face aux États-Unis, on parle de X langues différentes, d'X comportements de consommation différents. Il y a une libre circulation de la marchandise, des travailleurs, une facilité dans les moyens de paiement et de financement, mais ce ne sont pas quand même deux marchés comparables. On ne peut pas comparer l'Europe aux États-Unis. Sur les produits industriels. Non, mais c'est une PME française n'a pas la même capacité d'attaquer le marché allemand. Ok, mais là, c'est BASF, c'est Volkswagen, c'est ces groupes-là en fait qui font pression sur l'Allemagne pour dire surtout pas de vagues. Ce que je veux dire, c'est que nous comparer aux États-Unis, c'est en permanence un leurre. Et oui, on est très docile parce que la seule arme qui nous reste face à eux, ça n'est pas justement de comparer deux marchés de taille égale. Ils sont en valeur absolue de taille égale, mais en pratique, ils ne le sont pas. Ouais. Ça n'est pas une culture face à l'entreprise comparable. Ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus business-minded oriented que nous. On a une dimension sociale que c'est pas une critique, il y a une réalité sociale. On joue l'amortisseur, donc on l'a à la baisse, on l'a un peu moins à la hausse. Mais on est trop docile. On est toujours dans on tire pas les premiers. On le voit même. On va pas faire de digression sur la guerre en Ukraine, mais c'est vrai lié aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de leur gaz en plus. C'est vrai qu'on voudrait une Europe plus agressive, plus combattante face à un marché qui est prioritairement tourné vers soi, vers l'efficacité du marché américain. Ouais. Patrick. Rien à rajouter sur le fond, sur ce qui vient d'être dit par Nicolas. Plus on rentre dans une forme de crise, et je suis personnellement assez noir. Bon, on en parlera après. Ouais. Plus on rentre dans une forme de crise, plus on va s'apercevoir que cette Europe qui a été absolument formidable et qui nous a permis de vivre plusieurs décennies comme ça s'est jamais vu sans guerre, est malheureusement encore assez peu construite par rapport aux challenges que nous allons vivre et que nous commençons à vivre, qui sont à la fois économiques et géopolitiques. Mais cette affaire de l'inflation,
elle est en réalité assez mal comprise. Mais vue par les entrepreneurs, parce qu'on était habitué à une inflation des salaires. Là, on est fondamentalement dans une inflation des coûts qui, au départ, étaient des coûts non salariaux, même si ouais, tout à fait. les coûts salariaux vont suivre, et c'est bien naturel. J'arrive. Mais cette inflation des matières, tous azimuts, sur le coût des composants, sur le coût de l'énergie et par conséquent des transports, dans une économie qui était devenue hyper globalisée et où, d'une certaine manière, on s'était réparti la production des richesses du monde, ça a des conséquences qui sont énormes. Et le coût de l'inflation, ou la balance d'inflation, chaque entreprise fait ses calculs de balance d'inflation, entre l'inflation qu'on est capable de repasser à son client et l'inflation qu'on supporte de la part de son fournisseur. Les balances d'inflation, elles restent très fortement négatives, et elles pulvérisent non seulement le résultat, mais une grosse partie de la marge brute d'un certain nombre d'entreprises. Donc le phénomène, il est réel, il est concret. Bon. Alors, dans la tradition classique, il y avait des ajustements qui étaient aussi des ajustements, entre guillemets, de change. Et on jouait, lorsqu'on était dans une situation un petit peu difficile, on essayait de jouer un peu sur la monnaie. C'est devenu impossible aujourd'hui de jouer sur la monnaie. C'est clair. D'ailleurs, on le voit bien, il y a quand même eu un certain ajustement par rapport au dollar, qu'on vit quand même depuis quelques années. Mais c'est devenu très compliqué de jouer sur la monnaie. Et par conséquent, on est de plus en plus dans une situation fragile, parce que à vouloir jouer sur un certain nombre de paramètres, on risque d'avoir, à contrario, des conséquences qui peuvent être dévastatrices, compte tenu de ce que... Alors la seule nuance que j'avais avec Nicolas, c'est quand il dit que les Américains ont joué sur le déficit budgétaire. Je ne sais pas s'ils ont joué sur le déficit budgétaire, mais le financement par la Banque centrale du déficit budgétaire américain, il continue et il ne s'arrête pas. Il s'est bien freiné quand même. Il s'est bien freiné, mais les encours... encours portés. Elle n'a pas encore réduit son bilan. Oui, non, mais c'est pas qu'elle l'a pas réduit, c'est qu'elle continue sérieusement de l'augmenter. Donc je suis de plus en plus inquiet sur ce qu'il est possible de faire, mais on n'échappera pas à des relocalisations. Les Allemands sont parfaitement, à mon avis, pragmatiques en la matière. Du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'on est trop gentil ? Rupture structurelle quand même. Ce que je veux dire, c'est que on surestime notre capacité de négociation, et comme si on parlait d'égal à égal. Les raisons que j'ai évoquées, nous ne sommes pas d'égal à égal, quand bien même en population ou en PIB, en additionnant tous les pays de l'Union européenne ou de la communauté européenne, on a des chiffres comparables aux États-Unis. Nous ne sommes pas comparables. Alors, à la question, est-ce qu'on est trop docile ? Oui, on est trop docile. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Je dis, notre faiblesse nous empêche, le rapport de force nous empêche de faire autrement. Si aujourd'hui, à toutes ces difficultés européennes, si je rebondis ce que dit Patrick sur l'inflation importée ou sur l'énergie, les Américains sont exportateurs. Ils ont une balance commerciale positive sur l'énergie. Donc ça change quand même. On parlait des industriels et du coût de l'énergie. Avant la crise, c'est 10% de la marge. Une marge brute, on est content. Une marge d'exploitation, si on est à 30%, on est content. Le coût de l'énergie est passé de 10 à 20, 30, 40. Ouais. Donc sans rien faire d'autre. Donc on est vraiment dans une compétition qui est insupportable par rapport aux Américains. Alors on peut remonter en amont sur les choix stratégiques qui ont été faits en matière d'énergie et pourquoi les Américains peuvent avoir une balance commerciale positive sur l'énergie. Peu importe. Mais aujourd'hui, la photographie d'aujourd'hui, c'est arrêtons de penser qu'on discute d'égal à égal. Insister sur un point, sur ce pragmatisme. Tu as quand même un président des États-Unis d'Amérique qui fait campagne, et c'était vraiment, ça avait une grande place dans sa campagne, sur l'interdiction de la fracturation hydraulique, sur le Green Economy Act, etc. Du jour au lendemain. Bien sûr. Pendant ce temps, on a nos Allemands qui ont fait les choix qu'ils ont faits, mais à un moment, ils pourraient au moins reconnaître que, on a 3 centrales nucléaires, on va les faire tourner. Non. On reste tanké sur le truc, incapacité à se remettre en cause. Nous, la même chose quand même. À s'adapter. Et on remet en route des centrales à charbon.
Nous, on a remis en route la centrale de Saint-Avold, mais moi, j'attends toujours. Enfin, où est l'accélération, par exemple, du programme nucléaire d'Emmanuel Macron ? Bien sûr. Je ne sais pas toujours où il est. Jean-Bernard Lévy disait avant de partir, la loi de transition énergétique qui prévoit qu'on abaisse notre volume d'électricité, enfin 50% de notre production d'électricité d'origine nucléaire et pas plus. Cette loi est toujours là, toujours en vigueur. Elle n'a pas été. Ça pique, bien sûr. Donc c'est. Parce que, tu sais, je pensais à un truc, c'est. J'en parlais hier, ça m'a fait marrer, mais il y a un groupe de citoyens européens qui veulent qu'on fasse une célébration particulière le 26 juillet. Donc c'est 26 juillet, hein, whatever it takes. Voilà. T'as quand même un gars qui, à un moment, a prouvé la puissance européenne, en fait. T'as un gars qui a fait s'arrêter les marchés par la puissance de son verbe. Et pourquoi est-ce que son verbe était puissant ? Parce qu'il avait derrière lui la puissance de notre économie. Donc il y a quand même quelque chose à faire, moi, je pense. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Heureusement que l'action est toujours un moteur auquel il ne faut jamais renoncer. Jamais, jamais, jamais. Je dis, c'est juste, soyons lucides pour les raisons pour lesquelles on n'a pas un dialogue équilibré avec les États-Unis. Prenons le maximum de mesures dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut donner... Aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller en guerre commerciale avec les États-Unis ? Non, le rapport de force ne le permet pas, c'est ça que je veux dire. Ensuite, il faut préparer, il faut discuter, il faut y réfléchir sur ses conséquences en dynamique. Mais aujourd'hui, il faut être lucide. On peut pas... Et en rajoutant à ça que une vraie difficulté, c'est la faiblesse de l'axe franco-allemand. Ouais. Il n'y a pas... On sait qu'il y a toujours des pays satellites qui sont dedans tout en étant dehors, en cherchant à rester dedans. Mais l'Europe ne fonctionne et n'a fonctionné depuis Schuman que parce que l'axe franco-allemand était fort. Oui, mais le seul axe franco-allemand qu'il n'y a jamais eu, c'est De Gaulle-Adenauer. Depuis... Tu sais, Bruno Le Maire, qui connaît très bien le sujet... Kohl-Mitterrand n'était pas inutile non plus. Hein. Ouais, Kohl-Mitterrand, il a existé. Hein. Oui, il a existé. Mais Bruno Le Maire l'a dit, je ne sais plus, c'était il y a à peu près un mois, une interview aux Échos, tout à coup, là, tu as un espèce d'aveu où, et Dieu sait que lui, il est au cœur du truc, Bruno, il est complètement germanophone. Et complètement, et il dit, mais ça n'existe pas, en fait, c'est une fiction. On a des partenariats de temps en temps sur des projets. Et puis l'Allemagne s'est tournée depuis longtemps vers l'Europe de l'Est. Ouais. Hein, c'est-à-dire que nous, on continue à regarder ce tropisme franco-allemand quand l'Allemagne n'est pas... Son obsession, c'est pas la France. Son obsession, c'est de peser sur l'ensemble de l'Europe, et elle a un business très important avec l'Europe centrale. Peut-être que la guerre en Ukraine a changé la donne, là, quand même. Non, en présence, non. Elle a changé la donne sur le plan... Sur le plan de leur réflexion géopolitique. Oui, mais au lieu d'aller se tourner vers la France, ils se tournent vers les Américains. Oui. Oui. À qui la faute ? Quand on n'est pas foutu entre deux très grandes entreprises françaises, Dassault et Airbus, de se mettre d'accord depuis combien de temps ? 2 ans sur les plans d'un avion de combat ? Et comment est-ce qu'on peut reprocher aux Allemands d'acheter à un moment des avions américains ? C'est pas possible, on peut pas vous attendre, les gars. Parce que on porte des décades de choix industriels hasardeux, y compris ce qui a coûté cher sur Airbus au début des années 2000. Où tu te souviens que alors vas-y, raconte-moi, parce que toi t'es au cœur de ces trucs-là, tu connais tout ça. Vous vous souvenez bien du retard qui avait été pris. Sur la 380, le câblage de la 380 ? C'était le 380 ou c'était la version militaire, je ne sais plus. Mais en tout cas, alors il y a eu les deux. Il y a eu le câblage de la 380 et c'est là que... Il y avait eu le câblage, et pardon. Le fils Lagardère a dit je préfère être considéré comme idiot plutôt que malhonnête. J'observe là-dessus un no comment poli. Et puis il y avait la 400M qui a mis beaucoup de temps à accoucher. La réalité, c'est que, et pardon, parce que je vais simplifier la chose, mais on avait mis des logiciels complètement différents pour gérer tout l'arrière de l'avion, de la cellule, par rapport à l'avant de la cellule, mais des logiciels complètement radicalement différents, alors que, a priori, quand même, il fallait avoir la même conception d'ensemble de la cellule, tant et si bien que les câbles n'arrivaient pas, mais ça a l'air très con, mais que les câbles n'arrivaient pas à la bonne cote entre l'avant et l'arrière de la cellule. Mais on a perdu 2 ans et la chute du cours, etc. Absolument. Et les scandales dès l'initié. Ah, mais le câblage de la 380, c'est un truc de fou. Donc c'est pas possible. C'est pas possible que des grandes nations comme la France et l'Allemagne ne soient pas capables de dépasser ces sujets. Là, c'est Dassault et c'est Airbus.
Enfin, vous les connaissez, ces gens-là. C'est quoi? C'est les haines recuites de 10, 15, 20 ans d'affrontements autour de la commande publique, autour des pouvoirs à droite, à gauche, etc., qui font qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Franchement, je suis sûr que tu sais, mais que tu ne veux rien nous dire. Enfin, en tout cas, je trouve qu'on passe un peu pour des baltringues. Pardon d'utiliser ce terme. C'est notre force. C'est l'aéronautique. C'est la défense. Bref. Je vois que... Mais dans ce rapport... je suis... Je suis sûr qu'ils savent les deux. Mais non, mais sur le plus globalement, au-delà du cas particulier d'Assaut Airbus, où quand même sont deux univers et deux cultures quand même très très différentes. Hein. C'est pas deux mondes, c'est pas le même business model. C'est pas les mêmes. Enfin, on est d'accord. Au-delà de ça, est-ce que tout doit passer par, je challenge Patrick là-dessus, sur la problématique de la relation entre la France et l'Allemagne en Europe. Moi, je pense que c'était une réalité antérieurement, et que chaque année qui passe, c'est à la fois une réalité qui s'amenuise, mais c'est un leurre. Enfin, ça n'est plus une nécessité. L'Europe ne peut plus dépendre que d'eux. Il ne faut pas. Elle s'organise différemment. Les équilibres à l'intérieur de l'Europe sont différents. Et à force de se raccrocher systématiquement à ça, on regarde le bout du doigt, regardez ce que le doigt pointe. Et je trouve qu'il faut passer à autre chose. Voilà, il faut garder la relation, les priorités. Ça ne veut pas dire l'abandonner. Ne plus en faire, parce qu'il y a une réalité, ne plus en faire l'alpha et l'oméga de l'Europe. Sinon, on va dans le mur. Patrick ? Ouais, alors, totalement en opposition avec mon camarade. L'Europe, elle fonctionne parce qu'il y a un projet. Et ce projet, il doit être assumé. Il ne peut pas être assumé par un pays tout seul. Donc il a besoin d'une force d'entraînement. Cette force d'entraînement, on la connaissait, c'était au départ les 6 pays du début. Et à l'intérieur de ces 6 pays, Benelux, Italie et le couple franco-allemand. D'accord pour dire qu'il faut être moderne, il faut se projeter dans, si j'ose dire, une Europe de l'entreprise digitale, etc., que l'industrie n'est pas forcément au cœur de nos sujets. En réalité, l'industrie, ça continue de faire vivre des familles, et que par quoi on remplace cette absence de couple. Aujourd'hui, si on le remplace, je ne sais pas par quoi on le remplace. Ça ne sera pas la France et l'Espagne, ça ne sera pas la France et l'Italie, ça ne sera pas la France et les Pays-Bas ne veulent pas de nous. Les Polonais, tu sais pas où ils sont. L'Allemagne non plus. Donc on peut pas les forcer. C'est pas la même. Encore une fois, c'est pas la même culture. Ils nous considèrent plutôt comme Europe du Sud. Ben oui, mais du c'est Nord. ça. En fait, c'est donc ça, le sujet, on est les seuls. Donc on va pas. Ce serait un couple. Donc il y en a qu'un sur les deux qui voudrait être ensemble. Donc moi je dis. Faut pas faire d'enfants dans ces cas. Moi je dis que je sais pas s'il faut être à 6, s'il faut être à 4. Il faut reconsidérer le noyau dur de l'Europe. Bien sûr que c'est important qu'il y ait un noyau dur, mais le faire reposer uniquement sur la France et l'Allemagne, ça n'est plus la réalité d'aujourd'hui et de demain. Donc il faut reconstituer un noyau dur et ne plus nous considérer comme les seuls avec l'Allemagne à pouvoir tenir l'Europe. Juste un mot, il faut juste que je dise un mot sur le retour des marteaux-piqueurs. Nous vivons sans doute le chantier le plus long de France. Ils nous avaient laissés tranquilles pendant quelques jours, donc voilà, ils vont nous accompagner pendant nos débats, toutes nos excuses. Vas-y, Patrick. Non, moi l'Europe, elle nous apporte quoi? Elle nous apporte un univers de paix, entre guillemets stabilité, en tout cas monétaire pour ceux qui sont à l'intérieur de la zone euro, de respect partagé des valeurs qui sont derrière l'état de droit. Attention, c'est un édifice, et moi je le dis à tous mes copains qui sont parfois tentés par des positionnements politiques en marge. Attention, la remise en cause des fondements européens de l'état de droit, tu ne me voudras pas d'utiliser mes fonctions de juge, parce que je le vis au quotidien, elles sont particulièrement dangereuses. Et l'Europe a pris courageusement des positions. Alors on préférait avoir, est-ce que, j'allais dire cyniquement, on préférait avoir des GAFA européens et peut-être moins de droits. Bon.
en n'ayant pas de GAFA européens, ou très peu, peut-être des boîtes formidables comme Dassault Systèmes et quelques autres, mais on en a en réalité assez peu, il faut qu'on se protège par le droit. Et je trouve que à mettre en risque le couple franco-allemand, on met en risque un équilibre institutionnel européen sans lequel les Français à l'intérieur de cette Europe sont encore plus faibles. On n'est pas en opposition. Je dis que ça ne peut pas reposer que sur ça. Et on le met encore en risque si on dit que ça n'est que le couple franco-allemand. Pourquoi tu t'es très noir, Patrick, là tu disais t'es très noir sur le climat économique, etc. Qu'est-ce qui... Je suis très noir parce que ce matin, j'ai pas pu m'empêcher, comme j'ai coupé mon compte Twitter, je suis sur LinkedIn. Je suis assez content, compte tenu de la conjoncture actuelle, d'avoir coupé mon compte Twitter au moment où on remet celui de Trump, donc d'une certaine manière, ça me rend heureux. Mais pourquoi je disais ça ? Parce que les gens disent non, mais la récession aux États-Unis, on la voyait venir, en réalité, elle vient pas, etc. C'est ça. Mais on est dans une économie qui vit à crédit. Alors, ça peut durer un certain temps. C'est-à-dire que Louis XIV, il a commencé effectivement à vraiment faire fonctionner la France à crédit. Au début du... Attends, si on en est à Louis XIV... au début du XVIIIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, ok ? Il a fait largement fonctionner la France à crédit. Ça a terminé comment ? Les assignats, la Révolution française, ok ? Donc, on est... Non mais, il faut appeler un chat un chat. Donc, on est aujourd'hui dans un système qui est qui se repose fondamentalement sur cette formidable explosion monétaire et ce formidable financement qui n'arrête pas de la part des banques centrales. J'ai des tas de copains qui sont... je ne dirais pas que je suis copain du gouverneur, mais je connais un certain nombre de gens qui sont... je connais le gouverneur, mais je connais des gens qui sont proches du gouverneur. Il n'y en a pas un seul monétariste qui m'explique comment on remet le génie dans la boîte. Il n'y en a pas un seul. Et d'ailleurs, je vous mets au défi... je vous mets au défi de m'en présenter un. Ils disent on va reprendre, les banques vont... Jamais. Non, jamais. Mais donc il y a bien un moment... Tu planes ? Non, je plane. On plane. On plane. L'avion s'est retourné. Le train d'atterrissage est en haut. Voilà. Et sauf qu'à un moment, il y a un trou d'air. Donc je suis fondamentalement... Nicolas. À court terme, j'ai toujours... Ça fait plusieurs années que je milite sur le fait que le business model de l'Europe continentale, il s'essouffle. Ouais. Il s'essouffle. Et donc, d'ailleurs, on parlait des Américains. Le premier déplacement d'Obama, quand il était nommé président aux États-Unis, c'est en Asie. Il n'est pas venu en Europe. Donc, on est sur... On ne va pas acheter une 4e machine à laver, une 3e télévision. Donc, au niveau de la consommation, c'est un peu compliqué. Et tout ce qui est R&D, tout ce qui est le demain, R&D, formation, etc., on est à la peine. Tout ce qui est population jeune, on est à la peine. Donc, il y a une réalité désagréable en se projetant sur le long terme de l'Europe continentale. À très court terme, pour être plus concret, moi, je suis très noir aussi. Je pense que on s'est flatté, auto-satisfait des 7% de croissance l'an dernier. Ouais. C'était juste parce qu'on était à moins 8 l'année d'avant. Cette année, on a commencé à 6, 5, 4, peut-être 3, peut-être moins de 3. Et je pense qu'en 2023, on sera plus proche de 0. 0,75. Oui, plus proche de 0. Bon. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Non, c'est pas la récession, c'est youpi. Donc quand on a une dette, quand on a une dette qui est à plus de 113 et qui va mécaniquement aller vers 120%. Grâce à l'inflation là nous arrange un peu le truc quand même. Elle baisse légèrement là. Il faudra la rembourser la dette quand même. Et puis les taux d'intérêt vont monter. Ça va être une centaine de milliards de coûts supplémentaires. Et l'augmentation de l'inflation, on va retomber sur notre premier sujet. Aujourd'hui, c'est une inflation importée de matières premières, c'est une inflation subie, c'est une inflation par la monnaie. Évidemment, regardez les NAO qu'on vit dans nos groupes, les entreprises, dans les gens que l'on conseille. C'est fini de dire les taux d'intérêt sont négatifs, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'augmenter les salaires. Là, on rentre dans une phase de négociation dure. Donc on va passer dans une inflation aussi salariale. Donc là, on rentre dans une autre mécanique très, 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 très compliquée. Ce qui est
Et donc, pas plus mal pour notre dette. Non, c'est pas. Il y a quelque chose, malheur est bon. En l'occurrence, c'est pas plus mal parce que je dois reconnaître. C'est pas je plus dois mal reconnaître qu'on a. T'as une inflation au-dessus des taux d'intérêt, tu la rembourses. On a des gens qui ont du talent. Du rentier. On a des gens qui ont du talent. Sur 50 ans. Et France Trésor a fait un travail remarquable sur l'étalement de la dette et sur son taux. Qui est effectivement en taux fixe pour un temps. Et ça, c'est un véritable atout. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, c'est que c'est d'autant plus dommage qu'il y a des talents formidables. Je fais une incidente de 2 secondes sur une société dont j'ai le privilège de faire partie du conseil, qui est Valeo. Et je n'en dis pas plus que ce que je dois en dire. Cette société... Valeo. Qui se souvient de Valeo d'il y a 30, 40, 50 ans, hein. Valeo, il y a 30, 40, 50 ans, c'était des plaquettes de frein et des essuie-glaces. Je caricature, mais c'était quand même ça. Bon. À travers... Aujourd'hui, c'est les champions de la voiture autonome. Aujourd'hui, moi, ce qui me fascine chez Valeo, c'est qu'il y a toujours de l'industrie, hein, et des gens qui font des vrais beaux produits industriels. Mais à côté, et pourquoi ces produits industriels se vendent ? Parce qu'autour de ces produits industriels, il y a maintenant une boîte qui est devenue en réalité une boîte d'ingénieurs qui se positionne sur l'architecture organisationnelle de la voiture de demain. Et au départ, j'avais fait une analyse assez... Je m'étais trompé en réalité dans mon analyse. Je m'étais dit, mais comment des entreprises comme Valeo peuvent tenir le coup face aux GAFA, pour qui ça ne représente pas grand-chose. Ouais. En réalité... et tous ceux qui sont derrière, par exemple, les téléphones portables, qu'il s'agisse de Google d'un côté, qu'il s'agisse d'Apple de l'autre. Mais en réalité, ce que je n'avais pas mesuré, c'est que le nombre de voitures produites par an est infiniment... Alors en plus, il est en baisse, bon, ça c'est un autre sujet, mais il est sans commune mesure par rapport au nombre de téléphones produits par an. Et en réalité, si tu prends un modèle de voiture, ce modèle de voiture n'est pas construit dans des millions d'unités. Ouais. Il se vend 80 millions. Et donc Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de la place pour des gens qui sont capables de réfléchir. C'est-à-dire c'est d'une certaine manière trop petit pour les GAFA. Ce sont des marchés énormes qui sont très importants pour nous parce que c'est par ces logiciels qu'on arrive à faire en sorte que l'industrie soit compétitive. Mais en réalité, c'est tant mieux. Un peu en dessous du radar. Non, et puis on leur prête. Alors on en a parlé avec Nicolas quand il est venu il y a un peu plus d'1 an. On leur prêtait aussi l'idée de faire de la banque. C'est compliqué de faire de la banque et finalement, on pourrait faire de la banque. L'Apple Car, moi je l'attends, ça fait je ne sais pas combien de temps, 15 ans qu'on me parle de l'Apple Car. C'est un peu compliqué aussi de faire une voiture. Elon Musk, mais c'est un peu compliqué de faire une voiture. Il n'est pas du tout sûr, effectivement, qu'ils aient envie de faire une voiture. Bon, on marque une pause et on continue à débattre de tout ça.